Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau débat des contrepoints de la santé avec Pascal Morel, Renaud Degas, Françoise Millet et Nathalie Rattel. Nous vous proposons sur la chaîne YouTube des contrepoints de la santé, avant de se retrouver physiquement, j'espère rapidement, ce débat qui a été enregistré dans les conditions du direct, est enregistré vendredi 20 novembre. Nous débattrons de santé publique et plus précisément du Ségur de la santé publique. Ségur 2, annoncé par le ministre de la Santé le 21 juillet dernier en conclusion du Ségur de la Santé et qui tarde à venir. Prévu à l'automne, il a été reporté au printemps 2021. En fait, la question que nous nous posons, c'est ne sommes-nous pas face à un paradoxe? La crise sanitaire a mis sur le devant de la scène la santé publique, mais celle-ci, en dehors de mesures d'urgence liées au Covid, n'émerge guère dans le débat public. Et les acteurs de la santé publique n'ont pas été tellement impliqués dans le cadre de la lutte contre le Covid. Alors que, justement, la crise impose qu'on renouvelle notre façon de concevoir et de pratiquer la santé publique en France. Comment, en quelque sorte, sortir la santé publique de son ghetto? C'est ce dont nous débattrons avec Franck Chauvin, président du Haut Conseil de la santé publique, Emmanuel Ruche, président de la Société française de santé publique et aussi président de la Conférence nationale de santé. Merci à nos partenaires, BVA, Carte Blanche, Groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision et Care. Pascal Morel, première question. Bonjour à tous et à toutes. Merci Franck Chauvin et Emmanuel Ruche d'être avec nous. Philippe Leduc, dans son introduction, parle de paradoxe. Quel est votre avis? Y a-t-il un paradoxe à parler de santé publique et finalement à constater que la santé publique dans notre pays n'arrive pas à éclore réellement? Que dit, pour vous deux grands spécialistes de la santé publique, que dit cette crise sanitaire de ce thème, de cette politique en général dans notre pays? Est-ce simplement des retours de mesures sanitaires, de mesures hygiénistes, parfois on le dit un peu coercitives, ou est-ce finalement le renouveau de la santé publique qui est d'une manière générale plus participative et incitative? Je poserai une dernière question pour introduire notre débat. Cette crise peut-elle être, selon vous, une opportunité pour la santé publique? Peut-être Franck Chauvin d'abord. Bonsoir à tous. Ravi de pouvoir discuter avec vous effectivement de la santé publique. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que si on regarde l'histoire de la santé publique, la santé publique s'est construite dans les crises et notamment dans les épidémies. Et au Moyen-Âge, avec les épidémies de peste, les villes qui étaient mises en quarantaine, etc. Donc, on ne peut pas dire que la santé publique est la grande absence de cette crise. En revanche, on peut discuter d'un certain nombre de choses, de la spécialité santé publique et effectivement de la santé publique de terrain. Et on voit qu'après une réponse très sanitaire, axée d'ailleurs très bizarrement sur le système de soins, il est temps maintenant de passer effectivement à une réponse plus globale, vraiment une réponse de santé publique pour essayer de combattre cette pandémie à ce stade. Quand même, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté à la santé publique en France? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des insuffisances quand même? Comment, vous dites que la santé publique va éclore en période de crise, mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que la santé publique soit vraiment prise en compte? Alors, simplement, et je laisserai peut-être répondre Emmanuel après, mais je suis d'accord avec vous sur l'analyse. Ce que je veux dire simplement, c'est que la lutte contre les épidémies a fondé la santé publique historiquement. Et donc, on peut se reposer la question à l'occasion de cette crise, effectivement, de l'avenir de la santé publique. C'est vrai. En revanche, ce qui a été mis un peu au deuxième plan, c'est la spécialité de santé publique. Et si vous voulez, on sait que dans ce type d'épidémie, en fait, il y a deux courants qui s'affrontent parce que, en fait, on a l'expérience. Il y a un courant qui est axé sur le contrôle de la circulation du virus et un courant qui est un courant plus systémique qui vise à, certes, contrôler la circulation du virus, mais aussi contrôler les conséquences en termes de santé de la population de cette épidémie. Et je crois que la santé publique doit réunir les deux, c'est-à-dire le contrôle épidémique
qui est globalement est très axé sur les infectiologues, pour faire simple, les virologues, et une approche plus systémique de la santé publique que nous représentons avec Emmanuel. Au sein de la Société française de santé publique, quelles sont vos actions aujourd'hui et comment pourrait-on définir la santé publique précisément? On oppose souvent le soin qui est très développé en France et la santé publique, la prévention, les déterminants de santé qui est un peu laissé de côté une fois de plus. Et aujourd'hui, on s'occupe plus du soin que de prévention et de santé publique. Je rejoins ce que disait à l'instant Franck Chauvin, c'est-à-dire qu'il y a, à mon sens, c'est pas une crise de la santé publique au sens où on ne s'intéresse pas à la santé publique, on ne s'est jamais autant intéressé à la santé publique, et tout le monde se juge qu'il fait de la santé publique et participe à la santé publique. Donc, effectivement, c'est plutôt les spécialistes de santé publique qui finalement ont été relativement peu présents sur les plateaux médiatiques, peut-être, mais c'est pas la santé publique qui a fait défaut, puisqu'on n'a parlé que d'elle depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, comment vous expliquez de ne pas être présent justement dans le débat? Alors, il y a certainement quelque chose qui est de l'ordre du rapport de force entre les différentes spécialités. La santé publique est plutôt sans doute dans une approche systémique, comme le disait Franck Chauvin, c'est-à-dire qu'elle est plutôt dans une approche de la complexité, les approches populationnelles, les enjeux qui touchent des collectivités, des populations, des pays, une planète entière, ne peut pas se traiter de façon, ou en tout cas avec des arguments binaires. Donc, en termes de médias et de diffusion de messages, il y a nécessairement quelque chose qui est de l'ordre de la complexité, qui n'est pas forcément très facile à expliquer et exprimer. Après, il y a en termes de spécialité un rapport de force qui, dans notre pays, peut-être n'est pas très favorable à la santé publique de façon générale. On va sans doute y venir. Qui c'est qui doit, pour en rester encore un petit peu à ce stade des concepts, si vous le voulez bien, qui c'est qui doit mener les politiques de santé publique? Selon vous, ce sont les médecins, effectivement, bien sûr, mais pas que les médecins, ou vous pensez que ce sont vraiment par définition des disciplines médicales, l'un ou l'autre? Alors, peut-être que je vais commencer, puis je pense que Franck complétera. La santé publique, il n'y a pas de monopole de la santé publique et la médecine n'a pas de monopole, à mon sens, à avoir sur le domaine et y compris la spécialité de santé publique. Donc, c'est d'ailleurs une des particularité de notre spécialité dans le monde de la médecine, c'est que nous côtoyons d'autres spécialistes de la santé publique qui ne sont pas médecins et nous travaillons avec eux. Et c'est bien sûr indispensable. Donc, personnellement, je serais totalement opposé à avoir une présentation de la santé publique réduite aux médecins de santé publique. Ouais, pour aller dans le sens de ce que dit Emmanuel, effectivement, je pense que ça serait très dangereux de réduire la santé publique aux médecins, parce que est faite par bien d'autres spécialités que les médecins. En revanche, et à mon avis, la réflexion qu'on doit avoir, c'est qu'on a très peu invoqué les concepts de la santé publique, les méthodes de la santé publique et l'environnement de la santé publique, c'est-à-dire son approche multidisciplinaire, etc. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans cette crise, on a peut-être eu cette impression parce que ce qui est exceptionnel dans cette crise, c'est pas la pandémie, pas du tout. C'est la réponse qui a été donnée à la pandémie. Et dans cette crise, d'avoir une réponse entièrement sanitaire, axée sur globalement, petit à petit, on l'a vu, les services de réanimation des hôpitaux, a effectivement faussé le débat, de mon point de vue. Et il est temps maintenant qu'on ait à nouveau une vision globale de la santé de la population de façon des actions. Et on a vu que dans cette gestion de la crise, on avait une approche globale de contrôle du virus
et très peu d'approches différenciées selon les risques. Alors, la particularité de cette pandémie, c'est qu'il y a des populations qui sont bien plus à risque que d'autres. Du Ségur de la santé publique, qu'est-ce que vous en attendez? Quels sont ses objectifs? Quelle est sa raison? Parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs. Il y a eu, il y a quelques années déjà, les 100 objectifs de santé publique. Alors concrètement, avant de savoir comment ça va se dérouler, qu'est-ce que vous attendez du Ségur de la santé publique? Alors, Franck Chauvin. Emmanuel, tu veux commencer? Ou moi? Bon, alors, Ou alors ouais, Emmanuel si Ruch. vous voulez, enfin, peu importe. Effectivement, il y a eu le Ségur de la santé, donc on a vu que, en fait, ce qu'on a appelé le Ségur de la santé était une réponse à la crise de l'hôpital. Il me semble que le Ségur de la santé publique qu'on doit conduire est une réflexion sur évidemment la place de la santé publique dans notre système de soins. Et comme je le dis assez souvent, il serait temps que notre système de santé, qui est en fait un système de soins, évolue vraiment vers un système de santé. Or, on a vu des faiblesses dans notre système et on a vu que la faiblesse n'était pas l'hôpital, puisque l'hôpital a très bien réussi. Et je suis directeur de la prévention au CHU de Saint-Étienne et j'ai vu combien l'hôpital résistait bien. En revanche, la santé publique de territoire, à mon avis, doit être l'objet de réflexion, pas tant l'expertise, mais vraiment la santé Concrètement, publique de Franck Chauvin, territoire. concrètement, dans le système de santé, on est tous d'accord, mais concrètement, c'est un objectif assez large quand même. Est-ce qu'il n'y a pas des objectifs plus précis qu'on peut mieux comprendre? Emmanuel Ruch et Franck Chauvin. Alors, si je poursuis la réflexion, la santé publique, vous avez posé tout à l'heure la question de savoir qu'est-ce que c'était que la santé publique. La santé publique, c'est une approche de la santé, non pas au niveau d'un individu, mais au niveau d'une population ou d'un groupe d'individus. Et dans ce cadre-là, la santé publique, elle s'intéresse à l'organisation du système de santé de façon générale, y compris l'organisation des soins. Et la santé publique met l'accent aussi sur la prévention et sur ce que l'on pourrait appeler le champ et le domaine de la promotion de la santé. Sur la question de l'organisation des soins, on a bien vu qu'on avait dans l'articulation entre les soins premiers, les soins plus spécialisés de second niveau ou de troisième niveau, y compris les établissements de santé, on a en France un mode de fonctionnement en termes d'organisation qui est très lié à un mode de fonctionnement en silo, et donc qu'il y a, au travers de la crise sanitaire que nous subissons aujourd'hui, la mise en perspective de ce cloisonnement au sein de notre système de santé. Et donc, il y a un retour d'expérience à avoir de cette crise. Et donc, dans ce que l'on peut attendre du Ségur de la santé publique, il y a aussi la question de l'organisation de notre système de soins, au sens curatif du terme, qui doit être fait. Il y a un deuxième point qui doit être aussi abordé dans le Ségur de la santé publique, on l'a vu, nous n'avions pas forcément toutes les cartes en termes de préparation à la crise sanitaire que nous subissons aujourd'hui, et qu'il est très important de pouvoir tirer là aussi les enseignements pour se retrouver dans une situation, ou plutôt ne pas se retrouver dans la même situation lors de la prochaine crise sanitaire, c'est-à-dire d'avoir l'élément nécessaire en termes d'outillage pour pouvoir faire face à d'autres crises sanitaires. Donc le Ségur de la santé publique, personnellement, j'en attends aussi cela. Et puis troisième point, si j'avais une troisième attente du Ségur de la santé publique, c'est que notre système de santé tel qu'il est organisé de façon en conteneurs successifs, il faut qu'on puisse abattre un certain nombre de cloisons. Hein. Et quand je parlais des soins premiers et des soins hospitaliers, il y a la question des soins à domicile,
du médico-social, de l'ambulatoire et de l'hôpital. Donc tout ceci doit être, si ce n'est réfléchi, en tout cas, l'organisation doit pouvoir être améliorée de façon à être plus efficace et plus efficient. Et puis, nous avons besoin aussi d'avoir un système de santé qui puisse prendre en compte les inégalités sociales de santé qui sont particulièrement importantes. Emmanuel, oui. Et qui sont un troisième enjeu donc, très important. Alors, à vous écouter, donc, le Ségur de la santé publique, tel que nous le traitons ici aujourd'hui, c'est une réponse que vous attendiez de la part du ministère et des pouvoirs publics. Mais d'une manière, donc c'est une réponse, on avait reproché, vous vous souvenez, à Olivier Véran de n'avoir traité que de questions salariales, etc. Pendant la crise. Donc là, théoriquement, vous confirmez que c'est un travail de fond que vous appelez de vos voeux et qui devrait se retrouver dans le Ségur de la santé publique. Pour autant, rentrons dans le détail. Le planning, comment ça va se faire? Les principes, on les voit. Vous avez évoqué les territoires. Est-ce que c'est également des relations plus particulières, plus globales avec l'Europe? Comment les choses vont se passer? Quels opérateurs? Régions, territoires, etc. Rentrons un tout petit peu dans le détail, la manière dont vous voyez les choses. Je sais que les uns et les autres, vous avez fait des notes au ministère. Dites-nous un peu ce que vous attendez et quelles sont les réponses a priori que vous avez reçues ou que vous devriez recevoir du ministère. L'un ou l'autre. Peut-être Franck Chauvin. Oui. Enfin, je ne sais pas quelle réponse. D'abord, je pense que la réflexion que nous avons engagée n'est pas terminée. Il va falloir la formaliser et il faut que tous les partenaires de la santé publique, en fait, y contribuent. Donc, cette réflexion, elle n'est pas terminée et on doit la conduire. Deuxièmement, il va falloir quand même tirer les enseignements de cette crise. On ne peut pas considérer que tous les pays se sont comportés dans cette crise de la même façon. On ne peut pas considérer que tous les indicateurs qui mesurent cette crise sont les mêmes dans tous les pays. Notamment le ratio incidence-mortalité, par exemple, n'est pas le même dans tous les pays. Et comme le disait Emmanuel, la question des inégalités de santé qui est chère au Conseil de la santé publique, puisqu'on a traité cette question depuis longtemps, mais qui est chère à la santé publique parce que c'est un problème majeur, cette question des inégalités doit être vraiment traitée. Et effectivement, il y a une réponse, à mon avis, organisationnelle, mais on a aussi à réfléchir sur la formation, on a à réfléchir sur les métiers qui ne doivent pas être uniquement des métiers médicaux, et il faut sortir d'une réponse toute médicale pour aller vers une réponse en termes de santé. On est vraiment le seul pays où les médecins sont aussi présents dans la santé publique. D'accord. Est-ce que c'est pas vous sur le moyen terme, les autres sur le court terme, et est-ce qu'on a le temps d'attendre? Parce que effectivement, on dit depuis très longtemps que l'on n'a pas de santé publique en France, mais maintenant que vous y êtes, est-ce que vous allez aller assez vite et collectivement vous mettre d'accord et agir? Ce que les Français attendent. Emmanuel, ou tu veux... Emmanuel, moi, je veux bien l'un ou l'autre, allez-y. Réponse rapide, parce qu'on a plein de questions. Je pense en termes organisationnels, il y a des évolutions qui peuvent se faire rapidement. Après, on ne change pas un système de santé en quelques jours ni en quelques semaines. Donc, la question de la territorialisation de notre système de santé est un enjeu majeur parce qu'en fait, il faut que nous puissions repositionner le système de santé au service des besoins de santé de la population. Et ces besoins de santé de la population, elles s'inscrivent dans un territoire particulier. Donc, il faut pouvoir réorganiser notre système de santé sous forme d'une sorte de responsabilité vis-à-vis de la santé de chaque groupe de population qu'il y a sur un territoire. Donc, Emmanuel, franchement, vous les connaissez, il y a des tensions dans la société qui nous paraissent absolument abracadabrantesques, comme aurait dit un président précédent. Vous les connaissez parce que franchement, il y a des tensions considérables actuellement dans la société contre tout, contre les vaccins, contre les médecins, contre la recherche. Enfin, les médecins se disputent, vous me direz, entre eux également. Alors, est-ce que vous aurez le temps de tout faire dans la méthode, l'un ou l'autre? Oui. Enfin, d'abord, on ne part pas de rien et il y a eu une réflexion, et notamment engagée par la stratégie nationale de santé. Nous y avons contribué tous les deux avec Emmanuel. On a eu une réflexion sur le développement de la prévention dans les établissements de soins
et notamment ce qu'on appelle la responsabilité populationnelle des établissements de soins. Donc effectivement, on ne part pas de rien, on a des éléments, il faut maintenant les mettre en œuvre. Et comme le dit Emmanuel, moi je suis convaincu qu'une grande partie de ce qu'on doit faire, c'est renforcer la santé publique des territoires. Et on doit s'appuyer sur les forces qui sont présentes dans les territoires. Et c'est vrai que le système de soins constitue une de ces forces. Donc il y a une évolution du système de soins, mais je crois qu'il y est prêt, je crois sincèrement qu'il y est prêt. On doit l'aider et bien évidemment, il faut inclure aussi les municipalités. Je fais partie du conseil scientifique là actuellement et c'est vrai qu'on voit que pour un certain nombre de problèmes… On est d'accord, les objectifs on les connaît et tout le monde part du territoire, mais on voit pas bien comment on va réussir avec ce Ségur de la santé 2, on voit pas comment il va se dérouler, c'est peut-être pas encore défini, mais on voit pas comment vous allez réussir à faire en sorte que vraiment la santé publique irrigue tout le système de santé. Alors quels sont les leviers d'action? La santé publique s'intéresse au collectif, le soin s'intéresse à l'individuel et c'est deux mondes qui s'ignorent et c'est, comme vous disiez tout à l'heure, il y a un besoin d'articulation. Donc, quels sont les éléments qui vont nous permettre de faire en sorte que la santé publique intéresse les soignants et que la santé publique et inversement, vous voyez, comment faire en sorte réellement, quels sont les leviers d'action? Oui, je réponds rapidement, je laisse Emmanuel. Notre système de soins a un intérêt objectif à ce qu'il y ait de plus en plus de malades. Donc ça, c'est extrêmement problématique parce qu'on sait que l'évolution des maladies chroniques ne permettra pas de prendre en charge toutes les maladies chroniques. C'est pas possible. Le budget n'y suffira pas et le budget plus la crise actuelle pose un problème majeur. Donc, il faut qu'on partage ce diagnostic, qu'on n'a pas d'autre solution que de diminuer le nombre de patients dans notre pays. Et pour cela, la santé publique et notamment le côté prévention et promotion de la santé est essentiel. Dès lors qu'on aura partagé ce diagnostic, à mon avis, les choses s'enclencheront. Et il faut que les soignants, si on parle d'eux, comprennent que ce n'est pas contre eux, mais que c'est pour eux. Et dans cette crise, ça nous l'a révélé que globalement, si on était arrivé à supprimer le nombre de contaminations, il n'y aurait pas eu de problème à l'hôpital de saturation. Donc on voit bien le lien entre les deux. On doit s'aider de cette crise pour convaincre les soignants et tout le monde. Je parlais des collectivités territoriales qui me semblent extrêmement importantes. Les maires des grandes villes doivent être convaincus qu'ils ont une responsabilité dans la santé de leur population. Moi, je dirais comment les convaincre. C'est tout le problème. Alors, vous dites les soignants vont s'apercevoir qu'ils n'ont pas les moyens de soigner les malades. Alors, Emmanuel Ruch, quels sont les leviers d'action? Je pense que vous parliez de méthode tout à l'heure. Je pense qu'une partie de la méthode, c'est de mettre en place une participation des principaux acteurs ou des différents acteurs du système de santé. C'est de les concerter dans un cadre qui soit un cadre non pas une succession de bilatéralisme, mais un cadre multilatéral. Alors, vous me voyez arriver, je plaide bien sûr pour les instances de démocratie en santé. C'est-à-dire que ce soit au niveau d'un territoire tel qu'un département, vous avez des conseils territoriaux de santé. Que ce soit au niveau d'une région, vous avez les conférences régionales de santé et de l'autonomie. Et que ce soit au niveau national, vous avez la conférence nationale de santé qui sont à chaque fois des petits parlements dans le champ de la santé qui réunit tous les acteurs du système de santé, depuis les usagers jusqu'aux professionnels de santé, en passant par les élus. Donc, utilisons les outils dont on dispose, que nous avons progressivement mis en place, et qui sont les lieux, à mon sens, idoines, pour travailler ce Ségur de la santé et ce Ségur de la santé publique. Du Ségur de la santé publique, selon vous, il doit durer combien de temps? Pour l'instant, on n'a pas le cadre dans lequel va se dérouler ce Ségur de la santé publique. Et nous avons décidé de commencer à travailler entre nous pour faire des propositions et faire aboutir la réflexion.
Après, la partie négociation avec le gouvernement, le ministère, est une autre partie. Je ne sais pas, enfin, je ne peux pas vous dire comment ça va se dérouler aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas de commencer à réfléchir et oui. Non, Emmanuel Ruche, sur la conférence nationale de santé, qui est en effet un outil, mais c'est un outil dont on n'entend quasiment jamais parler. Comment faire comment lui donner plus de poids, plus de pouvoir, plus d'influence, sans être désagréable? Pas du tout. La conférence nationale de santé a fait son assemblée plénière il y a 2 jours, sous forme bien sûr distancielle, hein, au travers de visioconférences. Tous les acteurs de la conférence nationale de santé étaient présents. Nous étions plus nombreux que nous n'avions jamais été. Donc les acteurs, ils sont prêts à se mobiliser. Vous parlez de tensions au sein de la société. Bien sûr qu'il y a des tensions au sein de la société. Mais moi, ce que j'observe, c'est que les acteurs veulent contribuer à l'évolution du système de santé. Ils y sont tout à fait intéressés et ils sont intéressés à confronter leurs points de vue et à essayer de dégager des points de consensus. Moi, je ne suis pas du tout pessimiste sur notre capacité, entre guillemets, à faire des propositions, à les mettre en œuvre. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de dispositifs qui se développent et qui sont parfois un peu jeunes, je l'entends, tels que les communautés professionnelles de territoire de santé, qui réunissent des professionnels de santé avec une responsabilité populationnelle, tels que les contrats locaux de santé. Tout ça sont des dispositifs locaux qui existent et qui doivent être soutenus. Donc on a les outils, il faut simplement les accompagner, les soutenir dans leur action. Et avec ces outils-là, on doit pouvoir faire évoluer le système de santé à la fois rapidement, mais c'est un travail de longue haleine qui ne se fera pas en quelques semaines. De ces unités mobiles de santé publique, j'ai trouvé que c'était peut-être une initiative assez intéressante et très pratique que les gens comprennent. Pour autant, pour suivre ce que vous dites, on voit bien quand même que dans notre pays, on nous dit même que nous sommes les premiers de ce point de vue-là. Il y a des anti-vaccins de plus en plus critiques. Il y a même des tensions entre les jeunes, les plus âgés, à l'occasion de la crise, les citadins, les ruraux. Enfin, on a quand même l'impression, on est content de voir que vous êtes optimiste, que vous avez des lueurs d'espoir. D'ailleurs, Jean-François Delfrécy sur la crise l'est dans le monde ce soir un petit peu plus confiant maintenant. Mais enfin, malgré tout, on est un peu désespérés, nous, acteurs de la santé, de voir que c'est dans notre pays que nous avons les plus grandes oppositions et les plus grandes tensions. Alors moi, tout simplement, quel est votre avis en la matière? Est-ce que ça vous, comme on dit, est-ce que ça vous interpelle? L'un ou l'autre. Franck Chauvin peut-être d'abord. Oui. Enfin, il y a simplement la santé publique, il y a plusieurs compartiments dans cette santé publique. On a beaucoup parlé des professionnels de santé publique tout à l'heure, et puis maintenant, il y a la population. Il y a la façon dont la population reçoit des messages de santé publique, adhère à ces messages et les met en œuvre. Et ce qui est caractéristique dans notre population, me semble-t-il, c'est le très faible niveau de littératie en santé, c'est-à-dire le très faible niveau de culture en santé et en santé publique, ce qui n'est absolument pas le cas dans beaucoup d'autres pays. Et il y a un indicateur qui est très important, c'est l'espérance de vie en bonne santé. L'espérance de vie en bonne santé dépend de la promotion de la santé et de la prévention. Et on voit que la Suède, par exemple, en 15 ans, a gagné 5 à 7 ans d'espérance de vie en bonne santé, alors que la France ne bougeait pas. Et c'est une réflexion à ce moment-là vraiment sur la santé de la population et sur la culture en santé publique de la population qu'on doit mener. Et ça, alors, il faut qu'on travaille avec l'éducation nationale, il faut qu'on travaille avec de nombreux acteurs en éducation à la santé, parce que ça ne servira à rien de changer le système si on ne change pas la culture de santé dans notre pays. Justement, pour que la santé publique, en quelque sorte, diffuse dans toute la société, pour qu'elle sorte de son ghetto, comme on disait, est-ce qu'il ne faudrait pas, quand même, pour mieux articuler le soin, on y revient, et la santé publique, revoir la formation et le métier de médecin? Est-ce que le médecin généraliste ne devrait pas être, on lui demande maintenant d'avoir une responsabilité populationnelle,
territorial, mais il n'a aucune formation pour ça. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même, là encore, faire casser les cloisons, les silos, et faire en sorte que tout le monde se parle? Comment faire en sorte que tout le monde se parle? Que le médecin généraliste va peut-être vacciner maintenant contre le Covid. On a compris qu'il avait un rôle essentiel pour convaincre la population. Donc, il va faire de la santé publique, mais il n'a aucune formation. Est-ce qu'il n'y a pas un travail de fond qu'il faut enclencher de manière urgente? Et je rajoute, me le permet de rapprocher les vétérinaires, peut-être la santé animale, de la santé humaine. Vous savez, la notion de global health. Enfin, répondez à ces questions. Je commence et puis je laisse la place à… Comme tu veux, Emmanuel, tu veux y aller? Je vais y aller, mais vous avez raison, il y a, et Franck Chauvin le rappelait à l'instant, il y a une culture de la santé publique qui est relativement pauvre globalement dans notre pays. Et donc, il y a bien sûr des actions à mener tout au long, je dirais, du système éducatif français, depuis le plus jeune âge jusqu'à des âges plus avancés sur ce sujet. Un deuxième point, vous avez raison de le souligner, l'approche de la santé publique doit être une approche systémique, c'est-à-dire que la santé animale, la santé humaine, qui est un animal parmi l'autre, doit être appréhendée de façon globale. Un troisième point que je voudrais souligner, quand vous parlez, le médecin ne peut pas tout faire, et vous avez tout à fait raison de le souligner, il n'est pas omnipotent. Donc un professionnel de soins ou un professionnel de santé aujourd'hui, il travaille dans le cadre d'un réseau et d'une équipe de soins ou de santé. Donc il faut encourager les exercices qui sont des exercices collectifs. C'est à ce prix-là, entre guillemets, que les équipes soignantes pourront faire face, entre guillemets, et pourront apporter leur contribution à l'amélioration de l'état de santé de la population. Et puis, dernier point, je réinsiste, il y a une question de méthode. Vous avez raison quand vous parliez de la méthode tout à l'heure. Et la méthode, c'est il faut encourager la participation citoyenne, et on a de très beaux exemples malgré tout. Alors après, les gouvernements successifs se saisiront ou ne se saisiront pas des avis issus de ces méthodes, mais la concertation citoyenne que l'on a vue sur le climat est un très bel exemple de participation citoyenne. Et il y a plein d'autres dispositifs possibles pour ça. Et il faut concerter la société civile. Je maintiens que en faisant participer les corps constitués de la société civile, les représentants des usagers, les représentants des partenaires sociaux, par exemple, les représentants des établissements de santé, etc. Avec cette société civile organisée, si vous l'impliquez et si vous la faites participer, vous aurez une acceptation beaucoup plus facile par la population des mesures qui sont prises. Parce qu'elles seront portées et initiées également par les citoyens et ou la société civile. Là où on est surpris toujours, c'est que c'est pas les moins éduqués qui sont les plus engagés dans la santé publique. C'est assez curieux, mais enfin bon, le temps passe, c'est difficile peut-être d'approfondir, mais il n'en reste pas moins que l'on aimerait bien avoir en tant que spécialiste comme vous l'êtes de la santé publique, le faire ce constat d'anti-vax, de conflits permanents entre les groupes, c'est effectivement un peu désespérant. Je veux en venir maintenant au vaccin. C'est quand même la grande affaire du moment ou de celle qui va venir. Comment convaincre, comment l'organiser, obligatoire ou pas, incitation ou coercition, qui vacciner en priorité, quels sont vos avis de spécialistes de la santé publique? On sait bien que ce débat va être central. Alors peut-être Franck Chauvin cette fois. Oui, simplement un mot pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Moi, il y a un événement qui m'a marqué, c'est quand on a discuté ce qu'on a maladroitement appelé un confinement pour les personnes les plus fragiles et les plus à risque. La réaction qu'il y a eu m'a beaucoup interpellé parce que actuellement, on sait que le risque de mortalité est 100 fois plus important chez ces personnes-là. Normalement, dans tout pays, on se dit il faut protéger ces personnes-là. Et on voit que le message n'est pas passé. Alors, il était peut-être maladroit, il fallait peut-être pas s'y prendre comme ça, peut-être. Mais en tous les cas, on doit réfléchir à ça. Alors, pour répondre à votre question, en fait, concernant le vaccin, on peut avoir plusieurs objectifs. On peut avoir le contrôle de la circulation du virus.
on peut avoir un objectif de protéger les populations les plus fragiles et un troisième objectif qui est de maintenir l'activité le plus possible dans notre pays. Et selon que vous privilégiez l'un ou l'autre ou la troisième, vous avez une stratégie de vaccination qui est différente. Si vous protégez la circulation du virus, il faut vacciner largement. Si vous voulez protéger les plus fragiles, c'est effectivement les personnes âgées et celles qui ont des comorbidités dont on connaît l'extrême vulnérabilité à ces virus qu'il faut vacciner. Et sinon, il faut vacciner les populations, les professions les plus sensibles, c'est-à-dire bien sûr les soignants, mais aussi les producteurs d'énergie, ceux qui s'occupent du maintien de l'ordre, l'armée, etc. Donc on voit qu'il va falloir mixer probablement les trois stratégies. Lionel Ruche, sur sur la grande affaire des vaccins? Sur la grande affaire des vaccins, il y a d'une part un enjeu en termes de communication, de porter une communication volontaire et d'avoir une véritable stratégie de communication autour du vaccin et de la vaccination à venir, avec une communication qui soit claire, honnête sur ce que l'on sait, sur ce que l'on ne sait pas, et sur les bénéfices attendus, bien sûr, de ces campagnes de vaccination. Et puis, un deuxième élément, ça, c'est la communication, parce qu'on en a besoin maintenant et tout de suite. Et donc, il faut que cette communication soit honnête et claire. Et puis, il y a un deuxième point, il y a un effort d'éducation pour la santé à faire, et je ne confonds pas communication et éducation, mais qui est de ce fait un effort à plus long terme, mais qu'il faut engager dès maintenant, d'éducation pour la santé autour de la thématique. Emmanuel Ruche, en termes de communication et d'information, selon vous, franchement, puisque vous dites qu'il faut être honnête, des erreurs ont été faites, elles viennent d'où? Des erreurs des gouvernants, du ministère, des erreurs des médias eux-mêmes, des journalistes, etc. Aidez-nous un petit peu à comprendre ce qui s'est passé ou ce qui se passe et qui, dont le fond, est un peu désespérant. Je pense qu'il y a des principes de communication qui doivent être mobilisés, favoriser la possibilité d'un choix éclairé par la population cible qui est concernée. Donc, essayer de mettre en avant l'autonomie et la capacité de faire des choix, donc donner les informations nécessaires pour cela. C'est un enjeu. Il y a des stratégies aussi pour travailler sur la littératie du message, sur la compréhension du message par les différentes catégories de notre population, parce que nous n'avons pas tous les mêmes capacités de compréhension de l'information. Nous n'avons pas forcément, y compris même la même façon d'appréhender les informations. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a la communication, c'est un enjeu qui n'est pas simplement de parler, c'est d'organiser la communication. Et si je prends l'exemple du Canada, vous avez au Canada un service qui a été mis en place spécifiquement pour travailler sur la communication auprès du gouvernement. Et donc, c'est un effort à faire qui est important et qui doit être poursuivi tout au long des semaines qui passent. C'est pas juste un... Alors justement sur la communication, la grande affaire au-delà du vaccin, de la santé publique, c'est la prévention. C'est agir sur les déterminants de santé, et en France, on n'est pas très bien placé. Quand on voit les déterminants de santé les plus importants, tabac, alcool, physique, alimentation, on est assez mal placé. Alors, comment sortir de cet état de fait qui n'est pas très bon? Le Ségur de la santé, on espère, va pouvoir servir à quelque chose dans ce domaine. Quels sont là encore les leviers nouveaux qui fait que sur ce déterminant de santé, sur la prévention dont on est vraiment le parent pauvre en France, très concrètement, qu'est-ce que vous allez sortir du Ségur de la santé publique? Je ne sais pas si ça va sortir du Ségur de la santé publique, mais d'abord, encore une fois, je voudrais répéter qu'on ne part pas de rien, et on espérait tous beaucoup de la stratégie nationale de santé qui, pour la première fois,
a mis la prévention en un axe prioritaire en 2017. Et de la même façon, il y a un plan national de santé publique. Alors, il a bien sûr des faiblesses, mais il a des grandes forces. Et il existe quand même un cadre. Donc, je pense que plutôt que de recommencer à zéro, il faut travailler sur ce cadre. Et effectivement, comme vous le dites très bien, l'approche par déterminants, c'est-à-dire accepter de s'occuper des déterminants de la santé plutôt que des maladies, est une mutation que le système doit faire. Et pour cela, il faut d'abord expliquer ce que ça veut dire. Et moi, ce qui m'est apparu dans cette crise, je le dis vraiment de façon très, très ouverte, c'est la faiblesse de la culture dans ce domaine. Et on a vu que, en fait, dans cette crise, la maladie l'emportait sur les déterminants. Or, une grande partie des déterminants étaient connus, notamment lors de la deuxième crise, et on voit qu'on ne sait pas comment s'y prendre pour agir sur ces déterminants. Donc, il faut vraiment développer cette approche par déterminants. Je crois que ça va être l'enjeu du Ségur de la santé publique de faire passer ce message et ensuite d'avoir des actions de mise en œuvre de ce message. C'est d'ailleurs ce qu'on avait proposé, ce qu'avait proposé le Haut Conseil de la santé publique et d'une certaine façon aussi la Conférence nationale de santé en 2017. Pour l'instant, ça n'a pas marché. C'est vrai qu'en 2017, il y a eu un plan de santé publique avec la prévention en tête de liste. Bon, alors il y a eu le Covid qui a tout perturbé, mais concrètement, Emmanuel Ruch, comment faire passer le message, comme dit Franck Chauvin, comment faire en sorte qu'aujourd'hui, vraiment, on progresse sur la prévention en France? Ben, en s'appuyant sur les ressources qui existent et en les confortant. Encore une fois, moi qui siège à la commission spécialisée prévention de ma région, les plus fervents défenseurs de la prévention et de la promotion de la santé, ce sont les associations d'usagers. Parce que bien sûr que les associations de patients et d'usagers ne souhaitent pas que leurs concitoyens vivent ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils pourraient vivre. Donc, moi, je suis encore une fois optimiste parce que je pense que les ressources vives, elles sont là. Après, il faut bien sûr les organiser, les soutenir. Donc, on a sur les territoires des acteurs associatifs qui sont présents, mais qu'il faut conforter dans leurs moyens d'action. Vous avez des professionnels sur lesquels il faut pouvoir s'interroger sur leur avenir. Je pense à la santé en milieu scolaire, je pense à la santé en milieu du travail, où vous avez des professionnels de santé, médecins, infirmiers et d'autres qui sont là, qui ont leurs compétences et qu'il faut peut-être renforcer dans leur action. Et on a vu combien ils étaient utiles dans cette crise sanitaire d'ailleurs. Comité citoyen, par exemple, il y a des idées. Alors, la médecine scolaire et universitaire, elle est dans un état catastrophique. Enfin, je pense que il faut vraiment la reconstruire. Enfin, c'est ce que tout le monde dit. Et puis, bien sûr, des budgets très très faibles pour tout ce qui touche à la prévention, non? Est-ce qu'il faudrait vraiment que les régions, que les départements aient plus de leviers, Franck Chauvin? Oui, un mot simplement. Avant cette crise, il se trouve que je m'étais beaucoup investi dans l'implication des collectivités territoriales dans la santé et donc dans la santé publique. Et moi, ce qui m'a frappé ces derniers mois, disons comme ça, c'est l'appétence des élus locaux à s'investir dans la santé de leurs concitoyens. Ils ont compris, me semble-t-il, en tous les cas, un grand nombre d'entre eux a compris que la santé n'était pas les soins et qu'ils avaient une responsabilité absolument énorme en concevant un quartier, en s'occupant des transports, en s'occupant de l'assainissement, etc. Et moi, je me souviens de réflexions de maires de grandes villes me disant, mais après tout, quand je construis une ligne de métro, est-ce que je fais de la santé publique? Et alors, effectivement, ils faisaient de la santé publique. Quand je mets en place des vélos, est-ce que je m'occupe de santé publique? Et oui, ils s'occupent de santé publique. Et donc, en fait, ils n'ont pas cette culture. C'est à nous de faire passer cette culture, à mon avis, auprès des élus locaux, des responsables territoriaux. Et à ce moment-là, on pourra avoir une vraie santé publique de territoire. Et à mon avis, c'est vraiment l'enjeu du Ségur de la santé publique. Nous donner quelques exemples concrets que vous avez
sur lesquels vous avez réfléchi vis-à-vis de, par exemple, des jeunes, vis-à-vis des élus, enfin, comment faire progresser, mais par quelques exemples, 2 ou 3 exemples, pour que l'on comprenne bien, qui ne soient pas trop technocratiques, si vous voulez. Je prends un exemple parce que la politique de la ville m'intéresse particulièrement. On sait que le taux d'obésité d'un quartier va dépendre des commerces qui sont installés dans ce quartier. Il y a un certain nombre d'études qui le montrent. La largeur des trottoirs peut influencer aussi sur la qualité de vie et donc la santé des habitants de ce quartier. Et donc, il y a une politique des quartiers qui influence directement la santé de nos concitoyens. Je prends un autre exemple. La conception de nos EHPAD, à mon avis, pose problème. Et vous avez d'autres pays où il y a de petites structures qui sont complètement incluses dans le quartier, qui font partie de ce quartier, ce qui fait qu'il y a une solidarité intergénérationnelle qu'on n'a pas vue du tout dans notre crise, puisqu'en fait, on a isolé complètement les EHPAD. Voilà 2 exemples, me semble-t-il, qui sont vraiment démonstratifs. Et moi, je pense que la politique de la ville doit être une politique de santé publique. Territoriale s'intéresse de plus en plus à la santé, à l'accès aux soins, à la santé publique, parce que leurs électeurs en parlent et se plaignent. Autre sujet, c'est la prospective en santé. Là aussi, on a failli, en France et dans d'autres pays, mais en France particulièrement, au-delà des masques, au-delà des tests, au-delà de l'arrivée de cette pandémie qu'on n'attendait pas si sévère. Alors, est-ce que la santé publique a des solutions d'organisation, de méthodes, quelle vision vous avez pour mieux organiser la prospective en santé? Franck Chauvin et Emmanuel Ruch, tous les deux, très rapidement, parce qu'on va arriver au terme. Je réponds et je laisse Emmanuel répondre. Simplement, vous avez dit l'accès aux soins. Il faut arrêter avec cette problématique de l'accès aux soins. Nous ne sommes pas dans un pays qui a un problème d'accès aux soins. Nous sommes dans un pays qui a un problème d'accès à la santé. C'est pas pareil. Il faut arrêter d'invoquer toujours les soins quand on parle de santé. Et puis, je laisse répondre Emmanuel à votre question. Nous sommes d'accord là. Justement, il faut parler de santé et pas simplement d'accès aux soins, on est d'accord. Donc la prospective en santé, là aussi, on n'a pas été très très bon. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être meilleur? Je dirais pas qu'on n'a pas été bon sur la perspective en santé. La question des épidémies et pandémies, les professionnels qui s'occupent de ces sujets-là nous avaient largement avertis de l'existence. Après, c'est plutôt l'anticipation des moyens et des organisations à mettre en œuvre dans les systèmes de santé pour y faire face. Mais sur la prospective sur la santé, nous savons les évolutions de beaucoup de problèmes de santé dans notre société qui sont en lien avec notre organisation de la société. Si vous accroissez les inégalités dans un pays comme la France, nous savons exactement quelles sont les répercussions sur l'état de santé de la population française. Emmanuel, la question de fond en fait de cette heure de débat, c'est qu'on a l'impression que vous n'êtes pas écouté. Que ce soit toutes les politiques, tout ce qu'on a passé en vue, vous faites un travail de fond qui est connu, mais vous n'êtes pas écouté et les décideurs ne prennent pas les décisions qui permettraient d'avancer. Comment vous expliquez ça et qu'est-ce qui fait qu'on va en sortir? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je laisse répondre Emmanuel, mais je n'ai pas cette impression. Je pense que d'abord, ce n'est pas nous personnellement. Je pense que nous sommes écoutés. Alors, cette crise est particulière. Et comme le dit très bien Emmanuel, si vous relisez le rapport préparatoire de la stratégie nationale de santé, nous avions identifié le risque infectieux émergent de nouvelles pathologies comme une des 4 menaces pour la santé des Français. Donc, je veux dire, dans les travaux de prospective, on avait parfaitement identifié ce risque. On sait quoi après cette crise-là? La suivante, ce sera quoi? Pour que, au moins, on puisse vérifier que nous ne nous sommes pas trompés, que cette émission a été importante. La prochaine. Simplement, oui, ou Emmanuel, personne ne peut prédire quelle va être la crise, mais je veux dire, on savait tous, moi j'ai fait une conférence le 15 octobre sur le retour des grandes pandémies.
Donc, voilà, c'est un sujet qu'on traitait dans notre milieu de la santé publique, de la santé animale, etc. On savait qu'il allait y avoir une grande pandémie, voilà, une de ces prochaines oui, années. oui. Une question très, très inquiète. Est-ce que vous êtes vous-même inquiet de la situation entraînée par la crise sur le plan psychologique, psychiatrique même? Je ne parle pas, on n'a pas le temps, on termine, économique, mais vraiment on dit que les Français sont très déprimés. Qu'est-ce que vous en pensez, l'un et l'autre? Eh ben, Et on va presque terminer. Sur ce point-là, au sein de la Conférence nationale de santé, comme des acteurs de la Société française de santé publique, les retours, effectivement, les alertes sont multiples. Hein. Tous les professionnels et toutes les associations d'usagers et de patients nous le disent, hein, nous le font remonter, qu'il y a vraiment un mal-être et une difficulté de ce côté-là majeure. Donc oui, bien sûr que c'est un sujet majeur et qu'il faudra traiter dans les semaines et les mois qui viennent avec les ressources dont on dispose aujourd'hui. Après, je reviens juste sur la prospective. En 1987, j'enseignais sur le réchauffement climatique. Alors vous me dites, comment ça se fait que nous ne soyons pas écoutés? Nous ne sommes pas forcément écoutés parce qu'il y a des logiques en œuvre dans nos sociétés, mais qui sont des logiques de fond sur des intérêts qui sont à court terme et des intérêts qui sont à long terme, et qu'effectivement, on a parfois du mal à faire partager des problématiques qui concernent des problématiques de santé qui ne sont pas immédiates, mais qui sont à plus long terme. Mais plus globalement, je pense que dans notre société actuelle, nous raisonnons, je reviens sur ce que disait Franck Chauvin, nous raisonnons en termes de maladie et nous devons raisonner en termes de santé et d'amélioration de la santé, de promotion de la santé, c'est-à-dire de faire en sorte que les individus puissent vivre dans des environnements sains qui favorisent l'état de santé de cette population. Dernière question et on conclut. On arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup. Mais si on devait retenir qu'une chose par rapport au Ségur de la santé, une mesure, un espoir, très concrètement, Franck Chauvin et Emmanuel Ruche, ça serait quoi? Une chose. Pour moi, on a un enjeu qui est majeur, c'est qu'on doit augmenter dans les 10 ans qui viennent l'espérance de vie sans incapacité et sans maladie de 5 ou 10 ans. C'est l'enjeu majeur qui, en même temps, touche la soutenabilité de notre système et, bien sûr, touchera directement la santé des Français. Et pour cela, il n'y a qu'une approche, si on raisonne en termes de pilotage, il n'y a qu'une approche interministérielle qui permettra de faire ça. Comment vous jugez, pardon, si on veut aller un tout petit peu plus loin, mais ça mérite de le discuter entre nous, on peut se poser la question de rattacher la santé publique à la santé. Et, à mon avis, elle prendra toute sa signification lorsqu'elle sera rattachée directement, par exemple, au Premier ministre, comme ça l'est dans d'autres pays. Terminé, mais je voulais simplement vous demander votre avis. Cette semaine a été marquée par la présentation d'un film ou d'une série qui a hold up et qui a fait beaucoup de bruit. Qu'est-ce que cela vous a inspiré? On a vu même des personnalités, des professeurs, un ancien ministre parler dans ce film complotiste avec beaucoup de fake news. Ça vous a inspiré quoi à l'un et à l'autre? En 2 mots et on conclut. Vous avez été content de voir certains de nos confrères se passer dans ce film et participer à une entreprise de complotisme? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, un mot simplement, et puis je laisse Emmanuel terminer. À mon avis, c'est la confirmation du diagnostic qui a été le mien et que j'ai exprimé devant le Sénat l'autre jour. C'est la naissance et la renaissance du populisme scientifique. C'est-à-dire qu'on a vu une science ou des scientifiques qui utilisent toutes les ficelles du populisme. Et ça, comme les politiques, il faut qu'on intègre tous qu'il va falloir faire avec. Ça suffira, Emmanuel Ruche?
Et de la même façon, pour arriver à l'objectif que Franck Chauvin évoquait en termes d'espérance de vie sans incapacité, de la même façon pour lutter contre ces dérives complotistes, moi, je reste persuadé que la participation citoyenne et la démocratie en santé, c'est le levier essentiel. Créer vraiment que quelques-unes des personnalités, et d'ailleurs de vous-même, contestiez plus fermement la participation de ces personnalités médicales et scientifiques reconnues quand même par les institutions dans ces entreprises de complotisme. C'est tout à fait inacceptable, non? Après, si vous voulez un expert qui s'exprime sur son champ d'expertise, c'est un expert. Un expert qui aborde un domaine qui n'est pas dans son champ d'expertise, il exprime une opinion. Comme n'importe quel citoyen peut exprimer une opinion. Pour aller dans le sens d'Emmanuel, pour aller dans le sens d'Emmanuel, on est confronté à la même problématique que les politiques avec la naissance du populisme en Italie et puis après dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'en fait, on est très désarmé par rapport à ce type de discours. Et effectivement, c'est problématique et il faut qu'on retrouve un discours qui permette de lutter contre ce populisme scientifique. C'est très compliqué et il faut dire aussi qu'avec les chaînes d'information continue qui organisent l'information comme si c'était les jeux du cirque, eh bien, c'est très compliqué. Parce que nous, on n'est pas formés à faire les jeux du cirque. On ne sait pas faire. On a quand même été surpris de voir qu'un ancien ministre de la Santé, candidat à l'OMS, puisse être dans un film de ce type. On voudrait vous demander, ça vous a choqué ou pas, Franck Chauvin? Oui ou non? Ça vous a choqué ou pas? No comment. Hein? No comment. Et vous, Emmanuel Ruch, ça vous a choqué ou pas? En fait, pour moi, c'est un non-sujet, en fait. Bon, on va terminer. Je n'y arriverai pas avant la fin de cette émission. Il est temps de terminer. Nous remercions Philippe, Renaud, Degas et moi-même. Nous vous remercions d'avoir participé à cette émission. Merci aux équipes, à Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel T, à la technique, à la veille des acteurs de la santé, à LDC Santé et à Hortus. Merci à nos partenaires BVA, Canon Médical, Carte Blanche, le groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision et CARE. Et à bientôt pour une prochaine émission. Merci de nous avoir consacré du temps pour un sujet extrêmement important. À bientôt. Merci à tous et toutes. Merci.